Je sors de l'hémicycle où il y a eu les questions d'actualité au gouvernement qui sont aujourd'hui posées un jeudi et non pas le mardi comme d'habitude parce que mardi c'était jour férié. Donc pour ce nouveau point avec mes nouvelles lunettes que vous avez plébiscitées sur Instagram, voilà, elles sont là, je les ai prises mais je vais les enlever parce que je crois que ça fait un petit reflet pour vous faire le point sur la situation politique très singulière ici à l'Assemblée et dans le pays puisque nous avons un gouvernement qui agit sans majorité et qui opère finalement avec le coup de force permanent. Elisabeth Borne est venue hier encore déposer le 4e 49.3, vous savez, cette méthode qui consiste à arrêter les débats dans l'hémicycle. Et en l'occurrence, il s'agit du budget de la France. Et le débat s'arrête pour pouvoir être maintenant tout simplement fabriqué, adopté par les ministres, par le gouvernement, sans en passer par l'avis de l'Assemblée nationale. Donc c'est vraiment une opération qui vise à ce que l'exécutif prenne le pouvoir total sur le législatif. Or, en début de mandat, vous vous souvenez sans doute, la main sur le cœur, la Macronie, le président de la République, la première ministre Elisabeth Borne nous avait expliqué qu'on allait être dans une nouvelle méthode, celle du consensus, pour essayer de dégager, loi après loi, des compromis pour faire avancer le pays et qu'il s'agissait de ne pas faire preuve de sectarisme, mais d'être capable de composer. Ben voilà, nous sommes maintenant dans les travaux pratiques et on se rend compte que le gouvernement ne veut composer sur rien, strictement rien. Le débat budgétaire a commencé avec une première majorité à l'Assemblée nationale sur un élément important qui est la taxation des superdividendes, qui était un amendement déposé par le MoDem, vous voyez, ne venant pas des rangs les plus gauchistes de l'Assemblée nationale, pour le dire avec ironie. Et cette taxe sur les superdividendes, qui était une sorte de minimum syndical dans l'ambiance actuelle, une ambiance dans laquelle, vous l'avez vu, il y a une explosion des super-profits, des dividendes qui sont reversés par milliards à des actionnaires, des grands patrons qui s'augmentent très tranquillement et des salaires qui stagnent et des gens qui ne parlent que d'une chose, bien sûr, c'est des factures qui vont arriver, de la difficulté à faire ses courses et à manger correctement parce que les prix ont explosé. Et donc il relevait, je dirais, du minimum de la décence que de prendre dans les superdividendes pour remettre tout simplement dans le budget général pour le bien commun. Le gouvernement s'est assis dessus, il a fait un 49.3 et il n'a pas repris cet amendement. Et donc il y a toute une série ensuite d'amendements qui auraient pu permettre un progrès pour le grand nombre, qui sont de fait rejetés par le gouvernement de façon extrêmement autoritaire avec cette méthode du 49.3. Je vous donne quelques exemples. Il y avait un amendement pour le coup socialiste sur le crédit d'impôt pour les résidents dans les EHPAD, donc c'était une aide pour ce public. Eh bien, le gouvernement fait un 49.3, il n'y aura rien du tout en la matière. De la même manière, l'exit tax que moi j'avais en particulier défendu dans l'hémicycle, c'est-à-dire le retour de l'exit tax qui a de fait été quasiment supprimé. L'exit tax, c'est simplement le fait de taxer des résidents, en général des gens très riches qui décident de déménager pour payer moins d'impôts et qui s'installent dans des pays où c'est moins contraignant. Eh bien, le gouvernement a refusé de s'en prendre à cela et de récupérer cet argent. Plus récemment, le week-end dernier, on a eu des amendements très importants. D'abord, toute une séquence sur les départements d'outre-mer, puisque 200 millions avaient été arrachés, j'ai envie de dire. En tout cas, on a réussi à les faire voter en majorité dans l'hémicycle. 200 millions pour les outre-mer. Eh bien, rien du tout. Le gouvernement fait le 49.3 et ne veut plus en entendre parler. Et point essentiel, surtout dans ce moment de crise climatique, on avait réussi à dégager 12 milliards pour la rénovation thermique, ce qui est quand même pas rien. Ça veut dire qu'on aurait pu investir contre toutes ces passoires, dont on sait que c'est à la fois un problème pour la dépense d'énergie énorme et inutile. Il suffit évidemment de mieux s'isoler pour utiliser moins d'énergie, mais en plus de faire baisser les factures. Donc c'est vraiment une mesure à la fois écolo et sociale. Le gouvernement n'en a pas voulu, il s'est même complètement effarouché à l'idée qu'on puisse dégager autant de milliards pour enfin engager cet élément majeur de la transition écologique. Et c'est dans la même séquence qu'on a aussi réussi à attraper 3 milliards pour l'investissement dans le ferroviaire. Ça aussi, on sait que c'est fondamental si on veut avoir des réponses qui ne soient pas des réponses simplement en termes d'interdiction et de restriction
pour le plus grand nombre, mais des investissements qui permettent que l'écologie soit vécue comme un mieux-être, pas simplement pour le climat, pour l'environnement, mais aussi pour la qualité de nos vies, ce que je crois profondément non seulement possible, mais juste et comme étant le chemin pour rendre l'écologie populaire et efficace. Donc tous ces amendements-là dont je vous parle sont des amendements qui ont recueilli une majorité et le gouvernement s'assoit sur cette majorité et à coup de 49.3 fait en sorte que ça disparaisse. La Macronie, qui n'a recueilli qu'un quart des suffrages exprimés pour les législatives, donc vous voyez, ça fait un Français sur 4 parmi ceux qui sont allés voter, eh bien, décide d'imposer sa loi à l'ensemble de la représentation nationale. Vous y voyez bien que tout ça ne tourne pas rond et signe une crise de régime très profonde et chemin faisant, il y a une sorte de banalisation du recours au 49.3 puisque on se faisait la remarque encore tout à l'heure, c'est que hier Elisabeth Borne est venue, a fait son 49.3 et puis on n'en trouve pas une ligne aujourd'hui dans la presse. Donc nous, le groupe de la France Insoumise, on veut tenir bon face à ça. C'est pourquoi on a une méthode qui est celle de répliquer à chaque fois par une motion de censure, qui est notre façon de dire ne banalisons pas cet acte qui est un coup de force et à chaque fois revenons devant cette Assemblée pour dire notre défiance, notre opposition vis-à-vis du gouvernement et pour mener aussi un rapport de force avec le gouvernement et la Macronie. C'est une tactique, évidemment, une tactique d'assemblée, comme on en a eu sous la mandature précédente. Je me souviens à l'époque des retraites, notre obstruction avec des milliers et des milliers d'amendements qui fait qu'on a finalement réussi à retarder le moment où pouvait être étudiée cette loi et avec le mouvement social dans la rue, plus il est vrai, le Covid, bref, ça a tout chamboulé. On a réussi à arrêter cette contre-réforme des retraites provisoirement, puisque vous savez qu'elle revient en janvier. Je vous assure qu'on sera là et qu'on aura là aussi des méthodes très fermes, à la fois dedans l'hémicycle et en dehors, dans la rue, pour tenir tête au gouvernement et l'empêcher de nous faire travailler jusqu'à 65 ans. Bref, je fais cette insiste sur les retraites, mais elle est importante parce que ça va être un sujet d'actualité majeur dans les mois qui viennent, et en particulier au mois de janvier, puisque ce sera sans doute à l'ordre du jour en janvier. Mais c'est juste pour vous dire que nous essayons d'avoir à chaque fois une méthode qui nous permette de marquer cette conflictualité nécessaire et de dire à quel point nous n'acceptons pas à la fois la méthode, mais aussi le contenu, parce que c'est assez lié. Quand on demande de la démocratie, on demande aussi des choses qui ont à voir également avec le projet social de notre République. Donc c'est pour ça qu'on tient bon. Alors il y a débat, il faut pas le cacher, à l'intérieur de la NUPES, sur la façon dont on doit le mener. Tous les groupes à l'intérieur de la NUPES ne sont pas de cet avis et pensent qu'il peut être plus utile de ne pas faire cette espèce de forme de motion de censure, de réponse systématique au 49.3. Mais l'essentiel est qu'en tout cas, nous sommes restés soudés dans ces votes-là et que nous tenons tête aussi à ces mensonges répété par la Macronie, qui vise à raconter que nous aurions fait une alliance, excusez du peu, et même Emmanuel Macron a osé le dire sur France 2, que nous aurions fait une alliance avec l'extrême droite. Tout ça est absurde, je l'ai dit et je le redis, tout nous oppose à l'extrême droite. Je pense que les Français le savent, nous avons des projets qui sont frontalement en opposition les uns aux autres, l'un à l'autre, on va dire, et que la NUPES est très importante dans la séquence parce que c'est notre alliance qui permet d'entrevoir une alternative politique face à la fois à la Macronie qui est en place, mais aussi à l'extrême droite qui menace et qui se sent pousser des ailes. Donc vous voyez bien qu'on est toujours dans cette tripolarisation du champ politique dans lequel nous avons à consolider cette NUPES et à dire que nous sommes prêts à gouverner, nous sommes prêts à prendre nos responsabilités parce qu'il y a une course de vitesse qui est engagée et que nous ne pouvons pas accepter durablement des politiques qui détruisent notre environnement, notre planète, qui relève de l'inaction climatique, une politique qui met la tête sous l'eau du plus grand nombre aujourd'hui en refusant d'augmenter les salaires, en refusant de partager les richesses et en ne chérissant pas les biens communs. Regardez, dans le PLFSS, je vais vous faire un petit point un peu technique, le PLFSS, c'est le budget en fait de tout ce qui relève de la sécurité sociale. Eh bien, il y avait un amendement qui permettait que les 19 milliards de dettes qui sont liées en gros à tout ce que nous a coûté notre système de soins dans la période du Covid, ne soit pas pris en charge par les sécurités sociales, mais par l'État.
c'est pas rien, c'est un peu technique, mais vous voyez bien la balance que cela fait. Ça veut dire que ce sont les contribuables et la solidarité nationale qui le prend et non pas simplement l'équilibre des comptes du système de la sécurité sociale. Donc c'était un amendement important, balayé par la Macronie, en dépit, encore une fois, d'une majorité dans l'hémicycle. Donc, dans cette séquence-là, ce qui se joue également, c'est la place de LR. Je veux en dire un mot, parce que l'extrême droite... Voilà, a même été capable, là, nous venons de déposer une motion de censure, c'est vous dire la cohérence de l'extrême droite, dans laquelle nous avons mis noir sur blanc dans la motion de censure que nous nous opposions à l'extrême droite et à son projet, et qu'en tout point nous étions opposés à lui. Et le Rassemblement national a déjà annoncé qu'il allait voter notre motion de censure. C'est une manière aussi de décrédibiliser complètement le sens des textes et le sens des votes. Je trouve ça assez intéressant du point de vue de ce qu'est la stratégie de l'extrême droite, c'est-à-dire une stratégie très opportuniste. Mais ce qu'elle fait à chaque fois, c'est de mettre un coin, d'enfoncer un coin dans LR, parce que c'est ça. L'enjeu pour le Rassemblement national, c'est de diviser, de faire éclater les Républicains et donc de donner à voir, pour le faire éclater, qu'ils sont du côté du gouvernement et LR peine en effet à trouver sa voie. Est-ce que finalement ils ne sont que les porteurs d'eau de la Macronie ou est-ce qu'ils sont dans l'opposition? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils se cherchent et on ne sait pas combien de temps ça va pouvoir durer parce qu'il y a une immense instabilité à l'Assemblée nationale, immense instabilité dans le pays où on voit bien que ce que nous vivons ici, ce sont des tensions qui sont aussi une réalité sociale et politique dans notre pays et qui ressemble parfois à une cocotte minute. On ne sait pas à quel moment il va y avoir peut-être un élément qui va faire que la colère va se matérialiser de façon plus nette et s'opposer plus fermement au gouvernement. Mais on sent bien que les choses sont en mouvement et que dans ce mouvement-là, nous avons à en prendre toute notre part, à la fois pour nous opposer, mais aussi pour proposer. Et c'est ce que nous essayons étape par étape de faire. Nous l'avons fait sur le budget avec la NUPES, en essayant, enfin pas en essayant, en réussissant à mettre sur la table des propositions alternatives au budget que nous avons sous les yeux avec la Macronie. Mais c'est vrai aussi sur les retraites, où nous allons devoir, là aussi, travailler pour non seulement rejeter le projet du gouvernement, mais dire aussi quelle alternative nous avons. Et on aura aussi à le faire sur l'immigration, parce que vous avez vu que c'est un des sujets aussi du moment, avec cette interview de M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui a dit des choses assez effrayantes. Et quand nous aurons le débat rapidement dans l'hémicycle, dans quelques semaines, enfin quelques mois, pas semaines, pardon, puisqu'il y aura les retraites, mais aussi en une demi-heure, une loi sur l'immigration, comme on en a déjà eu les 5 dernières années. Je pense que ça va être, avec la présence de l'extrême droite, un débat assez singulier, assez tendu. Et nous ferons, là aussi, entendre notre voix résolument du côté des droits humains, là où la Macronie marche de plus en plus sur les pas d'une droite dure et où l'extrême droite fait entendre sa voix dans l'hémicycle. Donc c'est voilà, toutes ces batailles pour vous tenir ici informés et vous dire qu'on compte sur vous, parce que tout ça n'a de sens que s'il y a une résonance, évidemment, dans la société réelle et que ce n'est pas enfermé, là, ici, ce que nous faisons, mais que ça prend bien corps, chair, réalité dans la société tout entière. Je compte sur vous. Et je vous retrouve samedi soir, assez tard, probablement vers minuit, dans l'émission Quelle époque sur France 2.